Bon, donc j'avais sur le feu une démonstration pour déterminer les conditions limites effectives dans une transition d'un domaine multidimensionnel vers une jonction. Donc je vais refaire un dessin, je vais le faire à plat, même si c'est évidemment complètement multidimensionnel. Donc des branches supposées pour simplifier rectilignes. Donc d'épaisseur 1. Entre une transition régulière. Bien. Et j'introduis rapidement quelques notations. Donc ceci, c'est ce domaine multidimensionnel, c'est sigma 1. Je vais d'ailleurs le mettre là. 0. Une direction que je vais noter xi, i variant de 1 à k. Et puis, donc, si ceci est R, cette section, si on est en dimension 2, eh bien c'est un segment. En général, c'est une section multidimensionnelle, par exemple une boule. Donc gamma IR étant ce bord, étant entendu que la zone qui est le sous-ensemble de sigma 1 délimité par ces sections va être notée sigma 1R. Bien. Donc l'objectif est de démontrer le théorème que je rappelle maintenant, où on a une fonction, donc pour simplifier, je mets les dépendances en x, c'est vraiment pas le point important. On a une fonction sur les matrices symétriques des croix D, qui est strictement décroissante, qui est Lipschitz. Strictement décroissante, cela veut dire que f' est minoré par moins nu fois l'identité, presque partout si c'est lipschitzien, majoré par moins nu fois l'identité. Bah, le moins mu, ce n'est pas la peine parce que c'est l'ipschisme, enfin bon, je l'ai écrit, nu étant strictement positif. Et F0 est en fait positivement homogène de degré. Quand on regarde le passage à la limite, quand epsilon tend vers 0, F0 est positivement homogène de degré 1, mais j'en ai réellement pas besoin une fois que j'ai fait ces hypothèses. En revanche, ce qui est très important, c'est de dire que F0 s'annule en 0. Donc le théorème, c'est qu'il existe une unique... donc l'unicité, c'est à une constante multiplicative près. Constante C, qui dépend de P1, etc., Pk, tel que il existe une unique à une constante additive près, solution V, donc qui est assez régulière, mais disons au minimum C1. Solution de quoi? Solution de F0 D2V égale à 0 sur sigma 1 dV sur dn, par exemple, n normal unitaire extérieur égale 0 sur le bord de sigma 1. Et donc
cette branche-là, il faut les couper quelque part, mais ça n'a rigoureusement aucune importance puisque je vais écrire des choses qui se passent à l'infini. Donc sigma, donc j'ai 0, alors le i c'est pas terrible, donc sigma 1i, et puis voilà. Donc dans sigma 1i, v de xi, yi, divisé par xi, dans sigma 1i, dans cette branche-là, ça tend vers pi, quand xi tend vers plus infini, uniformément en yi. Et donc, là-dedans, yi, c'est le reste des coordonnées lorsqu'on a choisi xi comme première coordonnée. Donc, c'est vraiment les coordonnées dans la section. Toutes les sections étant parallèles, tout est rectiligne pour simplifier. Ça pourrait devenir... il suffit que ce soit asymptotiquement rectiligne pour que tout ceci soit vrai. Ce n'est pas le point important. Donc, on a cette limite. Donc, le résultat, c'est qu'il existe une unique constante telle qu'il existe, et elle est unique à une constante additive près, solution de ceci, si et seulement si C de P1PK est égal à 0. Bien, alors, donc en d'autres termes, le fait qu'il existe une solution est caractérisé par cette condition entre les pentes à l'infini. Et de plus, C est strictement croissante par rapport à P1, PK. Et strictement, c'est en termes, comme je ne reviendrai pas là-dessus, je l'ai énoncé précisément la semaine dernière, c'est vraiment de dire que, et c'est Lipschitz, c'est vraiment de dire que la dérivée par rapport à PI est minorée uniformément par rapport à tous les P. Donc strictement croissante en PI, quel que soit I. Ça, c'est juste une conséquence du principe du maximum. Bon, donc la stratégie de démonstration, la première étape, qui relève de problèmes ergodiques, la première étape va consister à introduire un problème approché et à démontrer que si P1, donc ça je l'avais déjà expliqué la semaine dernière, sont fixés, à ce moment-là, il existe un unique PKR tel que. Donc la stratégie, ça va être en fait, plutôt que d'obtenir, hein, vous voyez bien que quand j'écris de telles relations, quand j'ai une constante multiplicative près, ce n'est pas exact, c'est à une transformation non linéaire près, donc il existe... Parce que si C est égal à 0 et si je veux garder la croissance, C au cube égal à 0 est aussi une caractérisation. Donc c'est à une transformation croissante près. À une transformation près. Bon, donc je suis un peu vague là-dessus. Et en fait, ce que l'on va réellement démontrer, c'est on va démontrer, et ça c'est unique, qu'il existe une unique fonction phi strictement croissante qui donne cette fonction C. En d'autres termes, une autre manière de donner, je suis en train de dire une bêtise, strictement décroissante. Une autre manière de caractériser la fonction C, c'est de dire que c'est PK moins phi, et là on ne peut plus faire de transformation, une telle fonction C est déterminée. Donc, en d'autres termes, il s'agit de trouver, si on fixe P1, Pk-1, il s'agit de trouver le km tel que l'on puisse résoudre ce problème-là, la km pente telle qu'on puisse résoudre ce problème-là.
Donc, ce problème ergodique qui est relativement, enfin, qui n'est pas du tout standard, mais qui est semblable en termes de structure mathématique à des problèmes classiques, par exemple d'homogénéisation périodique, de problèmes ergodiques classiques, de contrôle stochastique ergodique, etc., etc. Donc, on obtient assez facilement cette information-là, c'est-à-dire qu'il existe un unique VR défini à une constante près pour l'unicité. Solution bien du même problème, mais simplement dans un domaine tronqué. C'est ce que j'ai appelé, si je ne m'abuse, c'est le domaine rouge, enfin délimité par les sections rouges. Donc VR égale à 0 dans sigma 1. Je crois que les 1 sont en bas, oui, R. dVR sur dN est égal à 0 sur le bord de sigma 1R, qui est aussi le bord de sigma, c'est-à-dire toute la partie sauf les sections ici en rouge. Et puis enfin que dV sur dN, dVR sur dN, est égal à PI sur gamma IR, étant entendu que pour I égale à K, il s'agit de PKR. Donc je vais I inférieur à K-1, et puis dVR sur dN égale PKR sur gamma KR. Donc n est systématiquement la normale extérieure. Donc dans ce cas-là, évidemment, lorsqu'on est sur l'extinction, les sections, la normale extérieure, c'est en fait la dérivée par rapport à xi. Bien. Donc, le problème à l'infini, construire des solutions sur des domaines non bornés, on n'a pas de recette standard pour faire ceci. Je vous avais montré l'exemple linéaire la semaine dernière où on voyait bien qu'il fallait faire attention parce que dès que l'on prescrit n'importe quel P1, Pk, on peut résoudre ce problème-là, mais avec une constante, et que la seule limite qui marchait, c'était, en tout cas sur l'exemple, c'était lorsque la constante était exactement 0. Donc, il y a un phénomène un peu subtil, c'est qu'effectivement, on peut résoudre dans un domaine tronqué avec n'importe quelle pente. Ici, on a besoin d'une constante, mais que tout ceci dégénère quand on passe au domaine infini. Ce qui est une particularité de ce problème. Ça ne m'évoque rien de spécifique, mais c'est toujours lié à des problèmes de correcteurs, des problèmes ergodiques d'une nature, enfin, qu'on qualifie d'ergodiques, d'une nature un peu différente ici. Bon. Alors, cette fonction C, ou par exemple cette fonction C-là, caractérise les conditions limites effectives que l'on récupère à la limite quand epsilon tend vers 0, lorsqu'on compresse ce domaine multidimensionnel et que cela devient une jonction qui, là, ici, entre trois branches qui sont évidemment les demi-droites orientées par les xi, se rejoignant ici en 0. Bien. Alors, donc, cette première étape, je l'ai déjà mentionnée la semaine dernière, je viens d'en redire quelques mots. Évidemment, la deuxième étape va consister à faire tendre R vers l'infini. Donc, deux grandes étapes. Une fois résolu le problème approché, deuxième étape, R tend vers l'infini. Bon, alors la démonstration que l'on va être amené à faire n'est pas nécessite quelques précautions, comme on a bien vu que le fait que ça soit 0, était absolument crucial pour passer à la limite, puisque si on avait même une constante, toutes ces constantes, lorsqu'on prend les mauvaises pentes, entre guillemets, on a une constante qui est non nulle, que ces constantes, sur l'exemple très très simple en dimension 1, fondamentalement, on a eu que ces constantes tendent toutes vers 0, donc c'est presque toujours la même équation à la limite, mais que
ce qui se passe lorsqu'on se trompe de pente ici, c'est qu'on perd les pentes à l'infini. Bien. Donc, il y a évidemment pas mal de choses à démontrer. Il y a à démontrer que, disons, les PKR sont bornés. Il y a à démontrer que le VR est localement borné. Il n'est pas globalement borné puisqu'il est linéaire à l'infini. Et il y a à montrer qu'on garde ce comportement avec la bonne pente à l'infini. Donc, trois choses. Après, on extraira une sous-suite, on passera à la limite et le tour sera joué. Hein, donc, trois informations. V localement borné, et en fait, c'est dans cet ordre-là qu'on va démontrer les choses. P borné, et enfin, que l'on a la bonne condition à limite à l'infini. Bien. Une fois qu'on sait que V et P sont bornés, on a de la régularité elliptique qui nous assure qu'on a C1 alpha uniformément en R, on peut passer à la limite. On a toutes les informations sur ce type d'équation qui permettent de conclure. Donc, les objectifs, c'est de démontrer que VR est localement borné. En d'autres termes, si je coupe à un niveau R0 étant quelconque, VR est uniformément borné sur sigma R0 et borné sur sigma R0 uniformément en R, et démontrer que les PKR sont bornés, et démontrer le comportement à l'infini. Donc, ce sont les trois questions qu'il nous faut résoudre. Bon. Alors, évidemment, on raisonne systématiquement à des sous-suites près. Donc, si je pense au PKR, qui est une suite de réels, ben une suite de réels à une sous-suite près, il n'y a que trois possibilités, il n'y a que deux possibilités, ou bien elle est toujours majorée, ou bien elle est toujours minorée. Parce que soit elle converge, à une sous-suite près, hein, soit elle converge, soit elle tend vers plus infini, dans ce cas, dans ces deux cas de figure, elle est minorée, soit elle est bornée et elle tend vers moins l'infini, dans ce cas, dans ces deux cas de figure, elle est majorée. Bien, donc, quitte, et j'ai toujours la possibilité de changer V en moins V. C'est-à-dire que je change tous les signes. On est dans une équation de deuxième ordre, ça ne pose pas de problème, ça. Donc, changer V en moins V, ça veut dire que je peux faire l'une ou l'autre des hypothèses. Et donc, je peux toujours supposer, quitte à changer V donne moins V, je peux toujours supposer que les PK R sont minorés. Je ne peux rien dire de plus. Et maintenant, on va commencer la démonstration qui va se servir beaucoup du principe du maximum et de Harnack. Alors, on va introduire maintenant deux domaines. Donc ça, c'était systématiquement sigma 1 R. Je vais faire deux coupures. Une coupure en R0, une coupure en R1, une coupure en R0, une coupure en R1. Bien. VR est défini à une constante près. Donc je vais normaliser. Il y a un souci, Pierre? Je te vois. Oui. Et donc, hein, au lieu d'être mineur, tu as l'autre cas de figure sur le comportement d'épée. C'est fait pour. Bien. Et donc, V et R étant définis à une constante près, tout ça c'est toujours quelque chose de préliminaire, je vais normaliser VR en demandant à ce que... Ouais, le 1, c'était pas mal, hein, j'aurais dû supprimer le 1 puisqu'on n'a plus besoin du 1. Enfin bon, c'est pas grave. Je ne vais pas effacer les 1 partout. En supposant que l'infimum, le minimum sur sigma 1 R0, est égal à 0.
normalisation de la constante. Alors, quelques remarques préliminaires. Une remarque générale. On a une équation elliptique du deuxième ordre, on a des conditions de Neumann homogènes sur les bords blancs, me restent les bords jaunes. Eh bien, sur les bords jaunes, je ne sais pas, V bouge, et on a une équation fortement elliptique qui, en termes de comportement, est comme une équation linéaire en ce sens-là. C'est que f de 0 en 0 vaut 0. En d'autres termes, on a le principe du maximum, mais qu'est-ce que je veux dire? Je veux simplement dire que l'inf de VR sur sigma 1 R0 est égal, c'est le principe du maximum, à l'inf de VR sur les gamma, donc je vais mettre ici un x, c'est vrai, quel que soit x, est égal à l'inf sur gamma ix et le minimum en i. En d'autres termes, le minimum est atteint sur le bord du domaine et ça ne peut pas être le bord blanc. Principe du maximum. Et évidemment, cet infimum décroît avec x puisque le domaine s'agrandit. Et donc, ceci est une fonction décroissante de x. Donc, ça, c'est la définition, et ça, c'est le principe du maximum. En version principe du minimum, mais c'est toujours la même chose. Il ne peut pas y avoir de point de maximum intérieur ou sur le bord où on a la condition de Neumann homogène sans que la solution soit constante. Bon, si la solution est constante, tout vaut 0, on n'a plus de souci à se faire. Bien. Évidemment, la solution nulle est un cas qui se produit et qui correspond à prendre tous les P1, Pk-1 égaux à 0, auquel cas le PKR est identiquement nul et ça marche bien, on récupère bien un PK. C'est un cas trivial, mais bon, je ne vais pas me faire de soucis avec ce cas de figure. Bien, donc on a cette information. Remarque 1, ou lemme si vous voulez, remarque 2. On va se placer dans une de ces branches et je vais mettre ici x et puis ici x'. Pensez x égale R1. Donc là, c'est un peu ambigu. J'oriente ma branche comme ceci. Donc j'utilise la notation x. Ouais, pas terrible ça. Allez, on va dire z et z'. Donc x, c'est l'un quelconque des xi. On part à l'infini. On est dans la partie pour simplifier plate. Et donc, on a ici gamma z, qui éventuellement, il y a éventuellement un i ici, et gamma z' ici. Donc, je veux maintenant appliquer le principe du maximum sur la partie que je vais assurer, qui finit par s'arrêter un jour en R, en gamma R. Et puis, on continue en x. Bon, à partir de maintenant, je noterai assez systématiquement pk à la place de pkr, étant entendu qu'il n'est pas fixé, les autres sont fixés. C'est juste une convention de notation qui m'évite de distinguer le cas i égale 1 de 1 à k-1, et il faut simplement faire attention que pour k, on ne le connaît pas, on ne sait même pas, et peut-être il tend vers plus infini. Alors, l'information que l'on a, c'est qu'il est facile de se rendre compte que U de Z' et de Y
oui, que U de Z' et de Y est inférieur ou égal à l'inf en Y de U de Z et de Y plus P. Donc ici, on a du sur dx égale P. On peut mettre des PI partout, des I partout. Plus P fois Z moins Z' est inférieur ou égal au sup sur Y de U de Z et de Y plus P Z moins Z'. OK? Alors, que peut-on dire sur cette inégalité? Donc, vous voyez bien de quoi il s'agit. C'est une majoration et une minoration de U, c'est-à-dire de V, pardonnez-moi. Et là aussi, je mets le R pour simplifier la notation. Donc, j'ai que du V, il n'y a pas de U. Première chose, c'est une majoration et une minoration par une fonction. Et c'est pas, je suis vraiment désolé, c'est ici Z', c'est complètement faux, c'est Z', non, c'est bon, Z' moins Z, c'est bon. Et là, c'est Z' moins Z. Donc, je reprends. C'est une majoration et une minoration dans cette zone. Le Z', j'aurais pu l'appeler X, hein. Par une fonction qui est une fonction de x ou de z' uniquement, elle est affine, puisque c'est p fois z' plus une constante, la constante étant infimum moins pz sup moins pz. Bon. Et je prétends que ceci est le principe du maximum, parce qu'une fonction qui ne dépend que d'une variable et qui est affine, bah, sa dérivée seconde s'annule. Sa dérivée seconde s'annule, f0 de 0 vaut 0. Donc ça, c'est solution de l'équation. Ça, c'est aussi solution de l'équation. Bien. Ça ne dépend que de x, donc ça vérifie Neumann. Sur ces bords-là, puisque ça ne dépend pas de la variable normale. Donc ça vérifie Neumann, c'est solution d'équation. En gamma R, ça vérifie la bonne condition, puisque ça a été fait pour. Et donc, c'est tout le même problème que VR pour toutes ces fonctions affines, sauf sur cette section initiale, où là, on a pris d'un côté la valeur la plus basse de V et de l'autre côté la valeur la plus haute, de sorte que la comparaison est donc vraie sur ces bords-là, et partout ailleurs, ça résout le même problème. Donc, le principe du maximum nous dit que V est pris en sandwich entre ces deux bornes. Et donc là, vous voyez bien à quoi le C, je vous avais parlé de convexité, concavité, parce que c'était une manière de faire les relations avec la dimension 1 la dernière fois, mais ça, c'est un argument plus simple qui nous dit que dès que l'on saura que ça reste borné ici, eh bien, le comportement linéaire à l'infini, je l'ai automatiquement, puisque c'est sandwiché entre Px plus constante et Px moins constante. Et ça, c'est parce qu'on a exactement égal à 0, parce que donc les fonctions affines sont solution du problème. C'est ça qui nous sauve et c'est ça qui permet de conserver le comportement à l'infini. Donc déjà, le comportement à l'infini, si on a résolu les autres questions, c'est fini. Donc, attention. Donne comportement à l'infini. Cette remarque, dont on va servir pour démontrer que les V1R sont bornés, donne en fait beaucoup plus
Bon, donc ça commence à prendre tournure. On comprend maintenant pourquoi il fallait absolument, ce qu'on avait vu sur l'exemple, prendre C égale à 0, parce qu'effectivement, ça implique que V, automatiquement, à une constante près, se comporte linéairement. C'est parce qu'on a une équation homogène. Et qu'on a pris aussi la bonne condition limite sur le domaine tronqué. Bon, enfin ça, c'est relativement clair. Bien. Donc, muni de ces deux remarques de Lem, où j'ai simplement, qu'est-ce que j'ai fait? C'est le principe du maximum. Hein. Je vais maintenant passer à la démonstration du fait que VR soit localement borné et que les PKR soient localement bornés. Alors, pour VR localement borné, on va déjà démontrer, donc c'est une sous-étape, on va démontrer, on a normalisé ce qui se passe en R0, on va démontrer, premier point, que VR est borné dans sigma 1 R1. Je l'ai normalisé dans R0 et je vais en déduire que c'est borné dans un domaine légèrement plus petit. Vous me direz, bah, ça montre que c'est localement borné puisque R0 et R1 sont quelconques. Non, puisque j'ai choisi R0 et R1 quelconques, mais j'ai normalisé V avec l'infimum sur R0. Donc d'une certaine manière, je ne peux pas... ça serait tricher de dire R0 est quelconque. Là, j'ai imposé quelque chose. J'ai déjà fixé une constante. Si je bouge le R0, je change la constante. Donc ça ne suffira pas tout à fait. Une fois que R0 est fixé, on va vraiment vérifier que VR est localement borné. Ce sera pas... Si je m'en sors, ce ne sera pas... difficile. Enfin, je sais, la démonstration, j'ai déjà faite, je sais que ce n'est pas difficile. La question est de savoir si j'arriverai à la reconstituer, ça c'est une autre paire de manches. Donc, VR borné dans sigma R1. Ouais, alors. Donc, si je regarde l'infimum sur gamma I R1 de VR. Et que je me sers de cette inégalité. Je sais que l'infimum de VR sur gamma I R0 est supérieur ou égal à l'infimum sur gamma I R1 de VR plus PI R0 moins R1. Je me sers pour ce faire de Z' égale R0 et de Z égale R1. Donc ça, c'est l'inf gamma I R1. Et ça, c'est vrai pour tous les Y. Donc en particulier, c'est vrai pour l'inf. Et l'inf, c'est précisément ce que j'ai noté ici. Donc, c'est la remarque 2. Bien. Ouais. Qu'est-ce que j'en déduis? J'en déduis que l'inf sur VR, je vais lentement parce que je ne veux pas me planter là-dedans, est inférieur à l'infimum sur VR de gamma I R0, moins PI R0 moins R1, donc ça c'est positif fixé, et PI, P1, PK-1 sont fixés, et il reste PK. Mais j'ai supposé, et je peux le faire à une sous-suite près, que PK est minoré, donc moins PK est majoré. Donc dans tous les cas de figure, pour tous les I, j'ai plus C ici. Donc là, je me sers du fait que PK est supérieur à moins C. PKR est supérieur à moins C.
D'accord? Je peux maintenant prendre l'infimum en I. Et d'après la remarque 1, on a la même inégalité. D'après la remarque 1, ça veut dire que l'infimum de sigma sur sigma R1 de VR est majoré par l'infimum de VR sur sigma R0 plus C, et ça vaut 0. C'est la normalisation. OK? Donc ça, c'est la remarque 2. Je prends la plus petite et j'ai donc cette majoration du minimum. Je peux effacer tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai une équation homogène sur sigma 1 R0. Donc, F0 de D2VR égale 0 sur sigma 1 R0. Et je sais que l'inf, que VR est positif ou nul, puisque son inf est 0. Et je sais que l'inf sur sigma 1 R1 de VR est majoré par une constante. Bon, ben, Harnack vous tend les bras. Après l'inégalité de Harnack, ça vous dit que le sup sur sigma 1 R1 de VR est majoré. Le sup est majoré par C fois l'inf sur un domaine compact. Alors donc c'est la version de Harnack pour les équations complètement non linéaires avec les conditions de Neumann. Donc là, on se sert de manière très très forte du caractère uniformément elliptique. Et ça, ce genre de technique est des techniques dont je m'étais servi pour... je l'avais raconté il y a quelques années ici pour construire des correcteurs pour des équations complètement non linéaires, des correcteurs dans le cas de perturbations localisées d'équations périodiques, d'homogénéisation périodique. Donc, toutes les affaires qu'on avait lancées il y a quelque temps avec Claude Lebris, Xavier Blanc et Takeo Ganidis. Donc, on se sert de Harnack. Et la première sous-étape, qui consiste à démontrer que VR est localement borné dans sigma R1, est accomplie. Donc, si je assure, on contrôle la solution dans ce domaine-là, hein, dans le domaine assuré en blanc. On ne va plus se servir de ce qu'il y a à l'intérieur, donc on ne voit plus très bien ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas grave. Là, la deuxième et essentiellement dernière sous-étape. Il y a une troisième sous-étape que je ne referai pas, qui est le comportement linéaire à l'infini, mais il est là. La deuxième sous-étape, ça va être de démontrer que les pK sont bornés. Au passage, on a, je vais mettre ici K, XK, la dernière branche, hein, on commence là et on parcourt toutes les branches comme ceci, ici 1, 2, 3. C'est que ces inégalités montrent qu'on a tout ce qu'on veut, VR est OK, dans les branches de 1 à K-1. Pourquoi? Ben, c'est la remarque 2 à nouveau, en prenant Z égale R1. Si vous prenez Z égale R1 dans cette branche, le sup et l'inf ici sont majorés, minorés, et vous avez P, Z, Z' moins Z, donc qui dans ces branches de 1 à K-1 sont les PI qui sont fixés,
Et donc, vous voyez tout de suite que V est localement borné et que, en fait, VR de xi, yi est supérieur ou égal à pi xi moins c et majoré par pi xi plus c, quel que soit xi, quel que soit y, et quel que soit yi, et quel que soit xi supérieur à R1. Donc dans ces cas branches, on a tout ce qu'il faut, c'est localement borné, et on a le bon comportement à l'infini. Bon, il ne reste plus que la kème branche, mais ces inégalités vont entraîner que PKR est en fait borné. Donc, maintenant, dans la branche K, bien, donc, en fait, il suffit de se servir de cette inégalité pour vérifier que PK est borné. En introduisant un R2 qui est compris entre R1 et R0. La démonstration que j'ai faite avec R1 s'applique en R2. Donc VR est localement borné dans sigma R2. Et maintenant, si vous vous servez de cette inégalité en disant que l'inf de VR sur gamma K R2 est supérieur à l'inf R2 plus grand que oui, l'inf sur VR de gamma K R1 plus PKR R2 moins R1, eh bien, ces deux choses sont bornées, donc PKR est majoré. On avait supposé, ce qu'on pouvait toujours faire, que PKR était minoré, donc PKR est borné, et on a démontré tout ce que l'on voulait. Donc la moralité, c'est que si on s'y prend bien, il n'y a rien de difficile dans cette démonstration. Simplement, il faut faire un peu attention. Hein. C'est de bien jouer avec les différents niveaux de troncature. C'est exactement ce qui se passait dans les histoires de correcteurs dont je parlais dans un instant. Pas très difficile, que le principe du maximum. On a des choses croissantes ou décroissantes, on majore les erreurs, donc tout bouge. Et on arrive à geler, à rigidifier les choses grâce à Harnack. Ce qui est assez classique pour de tels problèmes elliptiques. Voilà, donc je me suis sorti de cette démonstration où les notations, ça aide quand même de pouvoir faire un peu un dessin, où les notations sont pas spécialement agréables, mais enfin bon, donc on voit bien les choses. Donc je répète, maintenant, ceci va entraîner que VR est localement borné dans toutes les branches et partout. Et on a maintenant le comportement dans la kème branche que l'on veut, c'est-à-dire de dire que c'est compris entre deux fonctions affines dont la pente est PKR. Le passage à la limite ne pose plus de problème. On prend une sous-suite telle que PKR converge, telle que les VR convergent localement uniformément vers un V. On garde les conditions limites, les conditions qui sont ici. On garde l'équation, on garde Neumann grâce à la théorie des solutions de viscosité. C'est devenu standard maintenant. Bien, et donc voilà pourquoi
on trouve effectivement le pK qu'il faut comme ceci. Bon, l'unicité du pK n'est pas très compliquée parce que vous voyez bien que si j'en ai un qui est plus grand, ça va faire exploser la solution. C'est à nouveau du principe du maximum qui est basé sur l'exemple que j'avais regardé en dimension 1. Donc ça, c'est vraiment pas la difficulté. Dans ce problème-là, ce que l'on voit avec l'exemple V seconde égale constante ou V seconde égale à 0, c'est cette rigidité. Je veux dire, si on monte le pKr, on ne peut plus garder les autres P1, P1, pK-1. Donc ça, c'est à nouveau le principe du maximum qui fait que les solutions doivent se séparer. Bon, donc je n'entre pas dans les détails. Voilà comment on trouve la condition aux limites effective. De toute façon, elle ne peut être que unique parce que il y a des conditions de croissance. Donc la non-unicité, ça voudrait dire qu'on a quelque chose qui est plat. Et là, le principe maximum fait facilement les choses. Mais si on veut montrer que c'est strictement croissant, il faut faire une démonstration du même tonneau que les inégalités que je viens de faire. Donc je passe là-dessus. Ça permet de comprendre d'où sortent les conditions aux limites à travers la résolution. C'est vraiment c'est un aspect multi-échelle là-dedans. Hein. Là, il y a une échelle fine. On a besoin de résoudre près de zéro l'échelle fine à travers ce problème qui est un problème dilaté. Et ce problème dilaté donne les conditions à limite effectives pour l'équation macroscopique qui reste. Donc c'est assez typique des situations multi-échelles, étant entendu qu'ici, il n'y a pas de couplage entre l'échelle fine et l'échelle forte, c'est-à-dire de rétroaction. L'échelle fine, on la détermine, donne l'échelle forte, l'échelle grosse. Bien. Alors, il y a une chose, je me suis rendu compte en réfléchissant au cours, il y a une chose que j'ai omis d'expliquer, même si intuitivement on se dit que ça doit être vrai, c'est d'où ça vient le fait que quelle équation je récupère sur chacune des branches limites, c'est-à-dire des demi-droites. Si j'ai pris des droites, vous voyez bien là-dedans que le fait que ce soit des droites ou des sous-espaces de dimension plus grande ne joue absolument aucun rôle, c'est que du principe du maximum. Donc ce que je n'ai pas expliqué, et donc ça je peux le faire, c'est une autre remarque, un autre lemme, une proposition, peu importe comment vous l'appelez, c'est donc c'est dans la branche qui est maintenant de taille epsilon. J'ai donc une équation qui est ce qu'elle est, qui est un f de x de d de u epsilon plus u epsilon est égal à 0. Dans ce domaine-là, je sais que les u epsilon convergent uniformément vers u, qui est donc défini sur cette droite x. C'est une fonction de x uniquement. Hein, donc pensez à la droite au milieu, là. Et la question pardonnez-moi, et je sais que du epsilon sur dy est égal à 0, sur dn est égal à 0. En l'occurrence, si on est en dimension 2, c'est la direction verticale y, disons. Bon, alors intuitivement, qu'est-ce qui se passe? Intuitivement, eh bien, pensez dimension 2, du epsilon sur dy, ça vaut 0.
en epsilon sur 2 et en moins epsilon sur 2. Ça résout une équation uniformément elliptique, donc les dérivées secondes sont bornées. Et donc, si la dérivée ici vaut 0, ici vaut 0, que tout ça c'est epsilon, et que la dérivée seconde est bornée, tout ça c'est formel. On ne sait pas que c'est borné, on n'a pas cette régularité en général. Mais enfin, formellement, on peut s'attendre à ce que ça soit borné. Donc le du sur dy, il est tout petit, il est au plus d'ordre epsilon. Et puis, si on avait un peu plus de régularité, même qu'une dérivée seconde bornée, si la dérivée première tend vers 0 et que on peut penser que la dérivée seconde aussi tend vers 0. Donc, il est assez naturel de s'attendre à ce que l'on récupère comme équation, et quand je mets ici x, je devrais mettre un grand X, où grand X, c'est x, y. Eh bien, qu'il est assez naturel de récupérer comme équation f de x est de 0, puisque tout se passe sur la droite. Et comme matrice, eh bien, ici, uxx, et puis des zéros partout. Donc voilà comment on récupère l'équation. Parce que je me suis concentré là où ça faisait mal, c'est-à-dire près de 0. Mais il faut aussi comprendre quelles équations on récupère sur les droites. Donc je l'ai dit sans le dire et certainement pas en le... Bon. Alors ça ne pose pas grande difficulté. Donc, on va faire ça par les solutions de viscosité, c'est tellement plus simple. Et puis, on n'a pas trop le choix, puisque ce n'est pas nécessairement convexe, on n'a pas de régularité, etc. Donc, je vais supposer que si phi est une fonction de classe C2 de x, je vais supposer que la limite u de x moins phi de x a un maximum local strict en x0. Bien. Et j'ai envie de dire que u epsilon de xy moins phi de x va avoir un point de maximum local, et je laisse un peu d'espace, va avoir un point de maximum local strict, en x epsilon, y epsilon, où x epsilon tend vers x0 et y epsilon est majoré par epsilon sur 2, il est dans la section. Donc là, j'ai mis une boule pour simplifier. D'accord? Donc, ça, c'est uniquement la convergence uniforme. Si j'ai un point de maximum local strict, pas loin, j'aurai un point de maximum local. La difficulté là-dedans, c'est quoi? La difficulté là-dedans, c'est que ce point x epsilon, y epsilon, il peut être tel que y epsilon soit sur le bord. Okay? Auquel cas, je n'ai pas l'équation et donc je ne peux pas en déduire l'information que je veux. Parce qu'au bord, le u epsilon étant, disons, C1, ça c'est le côté uniformément elliptique, au bord, j'ai que du epsilon, la dérivée vaut 0, la dérivée vaut 0, à un point de maximum, je sais que la dérivée normale doit être positive ou nulle, donc ça veut dire en fait qu'elle est nulle, et donc si on avait de la régularité, des équations linéaires ou des équations régulières, ce serait le principe du maximum de Hopf qui dit que ce n'est pas possible sans que ça soit constant. Okay. Alors ça, c'est un peu gênant, oui et non. C'est-à-dire que ça existe, le principe du maximum de Hopf, dans des cas complètement non linéaires, sans avoir beaucoup de régularité, etc. C'est vrai. Il y a une
stratégie qui en plus sera utile pour le cas du premier ordre, qui consiste à faire une perturbation pour se débarrasser du point du bord. Donc je vais vous montrer cette stratégie. Et donc cette stratégie va consister à rajouter une distance au bord, qui évidemment est une fonction que de y. Bon, donc je ne donne pas tous les détails, mais c'est une fonction positive. Et là, il faut régulariser un peu la distance. Donc c'est une fonction strictement positive à l'intérieur, telle que d en plus ou moins epsilon vaille epsilon sur 2 vaille 0, et qui se comporte comme la distance au bord. Bon, qu'on soit dans du concret, c'est quoi? C'est epsilon sur 2 moins la norme de y. Comme ça, on le voit. Si on a une boule. Et donc, mais simplement ça, il faut le régulariser un peu en 0. Parce que ce n'est pas très régulier. Donc, je veux demander je veux que D soit régulière. D'accord. Bon, donc, il faut faire un tout petit peu attention à la régularisation, parce que la régularisation doit être à une échelle qui est d'ordre epsilon. Donc, il y aura une interaction entre le delta et le epsilon. Je glisse ça sous le tapis. De toute façon, entre guillemets, la bonne démonstration, c'est par le principe du maximum de Hopf, sans faire de perturbation, en disant toutes les dérivées s'annulent, donc on a un point de maximum comme si on était à l'intérieur, et donc on a l'équation en ce point-là. L'équation sur la fonction de test. Donc, bon, bref. Je passe sur cette variante, mais de façon à ce que l'on comprenne bien de quoi il s'agit. Eh bien, donc maintenant, pensez à ceci. Si le point de maximum était atteint en y epsilon égale epsilon, on devrait avoir que la dérivée en y. Donc, ça montrera que y epsilon doit être strictement inférieur à epsilon sur 2. Parce que s'il ne l'était pas, s'il ne l'était pas, j'aurais que la dérivée par rapport à y de cette fonction doit être positive ou nulle. Donc d sur dy en y epsilon égale epsilon sur 2. Un raisonnement identique en moins epsilon sur 2. Donc d sur dy de toute cette expression qui vaut le premier terme, ça vaut 0, c'est la condition de Neumann. Le deuxième terme, ça vaut 0 parce que ça ne dépend que de x. Et le troisième terme, c'est moins delta y. Donc ça vaut moins delta. Et donc vous voyez que là, pour conclure, alors que ça devrait être positif parce que c'est un point de maximum. Donc on a une contradiction. Donc vous voyez que vous pouvez ajuster delta par rapport à epsilon et par rapport à la régularisation. C'est juste un signe qu'il faut. Parce que la régularisation ici doit être d'ordre epsilon sur 2. Donc ça veut dire qu'il y a une dérivée seconde qui va être d'ordre 1 sur epsilon. Et donc, multiplié par delta, et il faudra que delta sur epsilon tende vers 0. Bon. En d'autres termes, que delta soit un petit taux de epsilon, pour que la démonstration soit totalement rigoureuse. Je cache ce côté un petit peu technique, et je vous montre la conclusion. Donc, on a créé un point de maximum. On a donc une information sur l'équation. Cette information, c'est de dire que f de x epsilon, y epsilon. Maintenant, de quelle dérivée s'agit-il? Des dérivées secondes. Eh bien, on a un phi xx. On a quelque chose qui est un grand taux de delta pour la dérivée en y. Puis, il n'y a pas de terme couplé.
Donc ça vaut 0, 0. Plus U de x epsilon, y epsilon. Solution de viscosité, c'est inférieur ou égal à 0. Au principe maximum, c'est inférieur ou égal à 0. Donc maintenant, vous pouvez passer à la limite. Vous voyez bien que si vous faites tendre delta vers 0, epsilon vers 0, eh bien, à la limite, ceci donne f de x 0, 0, phi xx, 0, 0, plus u en x0, négatif et nul. On a démontré que c'était une sous-solution de viscosité. En d'autres termes, voilà pourquoi on récupère la bonne équation. Alors, ce que je vais maintenant observer, une remarque, donc ça c'était le cas du deuxième ordre, que se passe-t-il s'il y avait des termes du premier ordre? Parce qu'à la base, je n'avais pas mis de termes du premier ordre dans le problème. Si je mets des termes du premier ordre, tout se passe de la même manière. L'étape d'après, c'est de dire quid d'équations dégénérées. Alors, très honnêtement, dans des cas du second ordre dégénérés, je ne sais pas trop. Il y a certainement des choses que l'on peut faire, mais c'est exactement comme en homogénéisation périodique. Hein. Si on fait l'homogénéisation périodique, le cas uniformément elliptique, on sait, et puis des cas Hamilton-Jacobi coercifs, on sait. La zone entre les deux, elle est compliquée. Donc il y a des tas de résultats partiels, et je pense qu'on va avoir exactement les mêmes difficultés ici pour la détermination de conditions effectives, pour l'analyse du problème limite, etc. Donc, dans tout ce que je vous raconte sur les jonctions, il y a deux cas que l'on comprend assez bien, qui sont le cas uniformément elliptique, le cas premier ordre. Dans le cas uniformément elliptique, vous pouvez rajouter des termes d'ordre 1, ça pose rigoureusement aucun problème. Dans le cas de Hamilton-Jacobi, ça reste à faire. Qu'est-ce qui reste et la zone entre les deux est une zone où une des difficultés va être d'avoir des modules de continuité, de garder la continuité des solutions. Si vous voulez, quand vous avez une équation elliptique, la continuité, même le caractère C1, découle de bornes. La solution d'une équation uniformément elliptique, même très non linéaire, dès qu'elle est bornée, elle est automatiquement C1 alpha. Dans les équations d'Hamilton-Jacobi, si on met de la contrôlabilité, si on avait du contrôle optimal, ou si on met de la coercivité sur les Hamiltoniens, l'équation donne Lipschitz. Donc c'est deux cas de figure où on récupère automatiquement de la continuité. Et toutes ces histoires de solutions de viscosité, si on n'a pas la continuité, ça peut devenir très compliqué. Donc, dans les cas de Hamilton-Jacobi, on peut comprendre les mécanismes qui créent de la continuité ou pas. Quand on est dans des cas du deuxième ordre dégénéré, l'expérience de... ce que j'avais d'ailleurs, ça rejoint ce que je vous ai fait ici en cours sur la théorie ergodique, où pour des processus de diffusion non dégénérés, tout se passait très bien. Pour des systèmes déterministes, on comprend ce qui se passe, mais la question de garder de la continuité était déjà centrale. Donc là, il y a exactement les mêmes difficultés, et j'allais dire en pire. Donc la moralité, c'est que une fois qu'on a fait ceci, même si ici on peut mettre des termes d'ordre 1, ça ne pose aucune difficulté, ça ne change rien.